Bienvenue sur e-learning physique, on est dans notre troisième vidéo qui nous parle des bilans de quantité de mouvement en mécanique des fluides. Donc une première vidéo sur la fusée, le décollement d'une fusée, une épreuve mine-pont 2015. Une deuxième vidéo c'était sur la force de maintien d'un tuyau coudé et donc cette troisième vidéo c'est sur le mascaré. Donc le mascaré c'est une vague qui remonte l'estuaire de certains fleuves comme par exemple en Gironde. Donc c'est une vague qui remonte l'estuaire de la Dordogne par exemple et il y a même des gens qui surfent sur cette vague. Il y a pas mal de vidéos sur internet où on voit cette vague et c'est assez impressionnant. Et donc on va étudier un petit peu ce mascaré du point de vue grâce à un bilan de quantité de mouvement et également un bilan d'énergie. Donc le but en fait c'est de trouver la vitesse avec laquelle la vague avance et également de calculer la puissance dissipée lorsque cette vague va avancer sur le fleuve. Donc on va utiliser un bilan de quantité de mouvement et également on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique parce que c'est lui qui permet de remonter à la puissance des forces intérieures, en particulier la puissance intérieure des forces de viscosité. Alors c'est un exercice que j'ai extrait des exercices corrigés de Joël Sornet. Bien sûr je vais le présenter un peu à ma façon, mais je vais mettre en lien en bas de la vidéo donc le lien vers les quelques questions auxquelles je vais répondre et l'énoncé donc qui a été fait par Joël Sornet. Vous êtes nombreux à vraiment apprécier la mise en ligne de ce cours complet de physique en PDF ainsi que ces exercices corrigés. Donc pour te donner l'envie d'aller regarder de plus près, de fouiller dans ces exercices, voilà un exemple, l'exercice sur le mascaré que Joël Sornet traite. Alors la description donc de cette vague du mascaré, donc elle est très schématisée en fait par une marche. Donc ici on a le fleuve en fait qui s'écoule. Donc le premier dessin il est fait dans le référentiel du sol. Et dans le référentiel du sol, donc ici on est sur la partie amont. Ici on est sur la partie aval, donc vers l'océan dans ce sens-là, puisque la vague va remonter le cours du fleuve. Donc le fleuve s'écoule à une vitesse V0 en amont avec une hauteur H. Et donc la présence de la vague va augmenter ce niveau et donc c'est très schématique parce que c'est une marche abrupte de hauteur H'. Et pour ce qu'on va en faire, on va voir que ça suffit. Alors ça c'est le dessin dans le référentiel du sol, mais on va voir que dans toute cette étude on va travailler non pas dans le référentiel du sol. Pourquoi? Parce que dans le référentiel du sol on n'est pas en régime permanent étant donné que la vague avance dans le référentiel du sol, la situation n'est pas indépendante du temps. Donc il faut se placer dans le référentiel de la vague pour lequel le front de la vague est fixe. Et à ce moment-là, évidemment, le fleuve arrive vers la vague à la vitesse V qui est différente de V0 et il repart avec une vitesse V' en aval. Et on va travailler dans ce référentiel-là pour être en régime permanent. Alors on pourrait se demander, mais quelle est la vitesse de la vague dans le référentiel du sol pour quelqu'un qui observe cette vague depuis la berge? Et pour ça, il suffit d'appliquer la relation de composition des vitesses. Donc la vitesse absolue dans R, c'est la vitesse relative dans R', le référentiel de la vague, plus la vitesse d'entraînement. Or, on ne connaît pas cette vitesse d'entraînement. Donc on va voir que finalement, si on considère que V est une donnée et V0 est une donnée, on va pouvoir, en appliquant cette relation de composition des vitesses au fleuve, trouver la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse du fleuve dans R, c'est V0 en amont. La vitesse du fleuve dans R', référentiel de la vague, c'est V, plus la vitesse d'entraînement. Donc on en déduit que la vitesse d'entraînement, c'est V0 moins V. Et en fait, cette vitesse d'entraînement, c'est rien d'autre que la vitesse de la vague dans le référentiel du sol, puisque on est dans un cas de translation. La vitesse d'entraînement, c'est V de O' dans R, O' l'origine du référentiel R'. Et donc, c'est la vitesse de la vague, puisque le référentiel R', il est lié à la vague. Donc ici, on a cette vitesse qui vaut V0 moins V. Alors évidemment, il faut que cette vitesse soit négative. Si j'oriente un axe des X vers la droite, donc en projection sur cet axe, il faut qu'elle soit bien vers la gauche. Et donc, on va voir que ça veut dire qu'il faut que la vitesse V soit plus grande que V0. Ça va être une des contraintes pour que la vague puisse remonter le cours du fleuve. Et donc nous, le but, ça va être de calculer cette vitesse V dans le référentiel de la vague, parce qu'en fait, donc c'est la vitesse du fleuve par rapport à la vague, mais donc c'est aussi la vitesse de la vague par rapport au fleuve. Et donc s'il y a un surfeur qui est là, c'est la vitesse avec laquelle il va avancer sur le fleuve. Donc cette vitesse V, on va démontrer que ça vaut à peu près
racine de GH vecteur UX. C'est le but de notre bilan de quantité de mouvement. Alors, pour faire ça, de quoi a-t-on besoin? Eh bien, on va d'abord, quelques valeurs numériques. On considérera que la hauteur H ici, c'est à peu près 10 mètres, donc le dessin n'est pas du tout à l'échelle, et que H', c'est à peu près 11 mètres, ce qui fait que la hauteur de cette marche, c'est 1 mètre, et donc c'est très petit à la fois devant H et devant H', enfin disons un facteur 10, ce sera l'approximation qu'on va faire. Alors, on va d'abord utiliser le fait que le fluide est incompressible. Et donc, le fait que l'eau est un fluide quasiment incompressible engendre la conservation du débit volumique. Et bien sûr, on va raisonner dans R'. Donc, ça va faire muV fois LH. Donc, L, c'est la dimension transversale du fleuve. On va dire à peu près une centaine de mètres dans ce sens-là. Et donc, ce sera aussi mu V'LH'. Et donc, on en déduit une première relation qui va nous servir tout au long de ce qu'on va faire. Donc, c'est que le produit VH se conserve. VH, c'est aussi V'H'. Donc, ça, c'est la conservation du débit volumique ou même du débit massique. Oui, là, c'est plutôt d'ailleurs le débit massique que j'ai écrit. Mais bon, comme c'est incompressible, les deux sont liés. Alors maintenant, il faut qu'on fasse notre bilan de quantité de mouvement. Donc là, on va remettre en place les techniques que l'on a vues dans la première vidéo. Donc pour faire un bilan de quantité de mouvement, il faut définir d'abord une surface de contrôle fixe dans le référentiel. Donc c'est pour ça qu'on travaille dans le référentiel de la vague, j'insiste. Et cette surface de contrôle, donc elle va être délimitée par une section amont, par une section aval. Et c'est un système ouvert. Ça n'est pas le système fermé auquel on peut appliquer le théorème du centre d'inertie, mais c'est un système ouvert. Alors le but, bien sûr, c'est de fermer le système pour appliquer le théorème du centre d'inertie à ce système fermé. Alors symboliquement, donc je vais faire deux dessins. Je t'encourage toujours à faire deux dessins. Un dessin à l'instant t et un dessin à l'instant t plus dt. Alors évidemment, dans le référentiel de la vague, cette surface de contrôle est fixe. Et donc, on va rajouter à l'entrée la masse entrante, dm1, et on va rajouter à la sortie la masse sortante, dm2, de manière à ce que l'union de ces deux masses forme un système fermé que l'on suit dans son mouvement. Donc, le système fermé à l'instant t est constitué, comme d'habitude, de l'union du système ouvert plus la masse entrante. Et à l'instant t plus dt, donc c'est la même chose, mais on rajoute la masse sortante. Donc voilà, première étape, toujours bien définir le système sur lequel on fait le bilan de quantité de mouvement. Et bien sûr, tout cela va être basé sur donc, le théorème du centre d'inertie appliqué à sigma étoile dans le référentiel R' lié à la vague. Alors celui-ci est galiléen, hein, il faut le préciser, parce que sinon il faudrait tenir compte de force d'entraînement. Voilà, donc, alors pourquoi est-il galiléen? Parce qu'il est lui-même en translation rectiligne uniforme par rapport au sol qui est considéré comme galiléen. Donc ça, c'est la condition pour avoir un référentiel galiléen, puisqu'on va considérer que cette vitesse reste constante. Alors, l'énoncé donc du théorème du centre d'inertie, c'est la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Donc le taux d'accroissement, c'est la somme des forces extérieures sur le système. On met bien des flèches sur toutes les forces, bien qu'on va projeter ça sur l'axe des X. Donc c'est le théorème du centre d'inertie. Alors comme d'habitude, on va en dessous de notre petit dessin écrire ce que c'est que la quantité de mouvement du système fermé. Donc à chaque fois que c'est fermé, on met l'étoile. Quand il s'agit de quelque chose qui fait référence à la surface de contrôle, donc le système ouvert, on ne met pas d'étoile. Donc c'est la somme des quantités de mouvement, bien évidemment. Alors c'était la vitesse V, on travaille dans R'. Et puis, donc à l'instant t plus dt, c'est pratiquement la même chose. Mais on va rajouter la quantité de mouvement du fluide à la sortie. Et évidemment, par conservation du débit massique, dm1 égale dm2 égale dm. Et donc, c'est aussi le débit massique, mais attention, ce débit massique calculé non pas dans le référentiel du sol, mais le débit massique calculé dans le référentiel de la vague, là où on est en régime permanent. Donc,
La stationnarité nous impose ça dans R'. Elle nous impose aussi, et c'est très heureux, c'est la puissance des bilans. On n'a pas besoin de connaître l'état particulier de chaque particule de fluide dans le volume de contrôle, puisque par stationnarité, eh bien, on va pouvoir identifier les quantités de mouvement pour le système ouvert. Donc, dans la soustraction, comme d'habitude, ne va rester que la variation de quantité de mouvement de la petite masse. Donc directement, j'ai mis en facteur le débit massique. Donc dm sur dt v' moins v. Alors dm sur dt, pour bien montrer qu'on le calcule dans le référentiel R', donc c'est mu VLH, si par exemple je l'identifie au débit massique en amont, donc facteur de v' moins v. Et donc ça, c'est la somme des forces extérieures qui s'appliquent donc sur le système fermé. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système fermé? Alors, dans l'énoncé, M. Sornet, il nous guide bien. Il nous demande d'admettre que verticalement, en amont comme en aval, le champ de pression est le même qu'en hydrostatique. Alors ça, c'est un peu logique. Si on projetait une équation d'Euler, étant donné que les lignes de courant sont vraiment rectilignes, verticalement, il n'y aurait que le poids. On pourrait le faire, on pourrait le démontrer. On va l'admettre que verticalement, la pression selon Z varie selon une loi de l'hydrostatique, c'est-à-dire que P de Z plus ρGZ égale A constante. Alors la seule difficulté, c'est que cette constante ne sera pas la même en amont et en aval. C'est un peu le même exercice que j'ai d'ailleurs mis en ligne avec une porte d'écluse. On a une porte d'écluse et d'un côté on a l'eau à une certaine hauteur, de l'autre côté on a l'eau à une autre hauteur et il faut calculer la résultante des forces de pression. C'est pratiquement le même calcul que je vais refaire ici. Donc pour calculer la résultante des forces de pression. Donc cette constante, alors si on se met à gauche, donc Z est orienté vers le haut, on va prendre l'origine en bas de manière à pouvoir la considérer commune aux deux parties. Parce que si on se met à la surface libre, le problème c'est qu'elles ne sont pas à la même hauteur. Donc on aura pour à gauche P de Z est égal à P0 plus ρg facteur de H moins Z. Donc en Z vaut H, P vaut P0. Et donc à droite, la même chose, mais avec H'. P0 plus ρg facteur de H' moins Z. Et donc, en projetant cette relation sur l'axe des X, eh bien, les forces qui vont intervenir, donc il y aura une force F1 qui sera due à ce champ de pression dans le fluide, une force F2, je te rappelle que les forces de pression sont toujours dirigées vers l'intérieur du système, et ici en contact avec l'air, donc une force F3. Donc, en projection, on aura mu VLH V' moins V, donc j'enlève les flèches. C'est donc F1 plus F3 moins F2. Et donc pour calculer F1, F3, F2, on va faire le même calcul que sur un barrage plan. On va découper la surface perpendiculaire au tableau transversal selon des petites bandelettes entre Z et Z plus DZ sur la largeur L, puisque la pression dépend de Z. On ne peut pas multiplier brutalement une pression par la surface totale ici du rectangle. Donc on est obligé de faire ce petit découpage. Donc ça va être l'intégrale de 0 à H de L, P de Z, dZ, où on utilise à gauche ce champ de pression-là. Je pourrais peut-être le numéroter, P1 de Z, P2 de Z à droite. Donc P1 de Z. Pour ce qui est de l'atmosphère, on va simplement considérer que l'atmosphère est une pression uniforme sur un rectangle. Donc là, c'est H' moins H. Donc là, ce n'est pas la peine d'écrire une intégrale. H' moins H, L, donc fois P0. Et puis moins intégrale de 0 à H de L, P2 de Z, dZ. Donc découpage, mais la force de pression est dirigée vers l'intérieur sur l'autre section. Alors le calcul de ces petites intégrales, il est élémentaire. Donc ça fait intégrale de 0 à H, donc de P0 plus ρg facteur de H moins Z, le tout fois dZ. Alors je vais peut-être calculer juste F1 là. Donc ça va faire du L, donc P0 H, donc une primitive, ça fait moins ρg H moins Z au carré sur 2, donc pris entre 0 et H.
Et donc ça fait F1 est égal à P0 LH, donc plus ρ G H carré sur 2. Évidemment, le calcul de F2, c'est la même chose, mais avec un H'. Donc F2 est égal à P0 LH plus ρ G H' carré sur 2. Alors, il suffit de réinjecter ça là-dedans. Il y a énormément de simplifications qui vont s'opérer et donc on va obtenir le résultat suivant. Donc mu VLH facteur de V' moins V égale mu LG facteur de H carré moins H' carré sur 2. Donc voilà l'équation déduite du bilan de quantité de mouvement. Alors si on couple cette équation avec donc l'équation de conservation du débit volumique et qu'on considère que H et H' sont des données, on peut, en résolvant ce petit système de deux équations à deux inconnues, trouver les valeurs de V et de V'. Donc on voit les expressions de V carré et de V' carré. Et dans la mesure où H est très peu différent de H' vaut 11 mètres, H vaut 10 mètres, on voit que c'est très peu différent de GH. Et donc on peut calculer un ordre de grandeur pour une hauteur de 10 mètres, ça fait environ 100 mètres par seconde, soit 36 km/h. Donc voilà, le surfeur, il s'amuse bien, il avance à 36 km/h par rapport à l'eau devant lui. Donc voilà ce premier résultat sur le masse carré, la vitesse du masse carré. Alors, dans un deuxième temps, maintenant ce qu'on va faire, c'est calculer la puissance des forces visqueuses dissipées entre l'amont et l'aval de la vague, donc en faisant un théorème de l'énergie cinétique à ce volume de contrôle. C'est assez délicat, mais ça permet de revoir l'utilisation des bilans, le théorème de l'énergie cinétique. Alors, tous les bilans d'énergie cinétique sont basés eux aussi sur donc, le théorème de l'énergie cinétique qui ne peut s'appliquer qu'à un système fermé et qui s'énonce de la façon suivante. Donc on met une étoile pour bien préciser que c'est un système fermé. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, donc c'est pour un système déformable, c'est la puissance des forces extérieures plus la puissance des forces intérieures. Alors ce qui est intéressant dans la puissance des forces intérieures, quand on a comme ça un écoulement de fluide, c'est toujours de distinguer la puissance intérieure des forces de pression et la puissance intérieure des forces de viscosité. Puisque dans le fluide, s'exercent entre les différentes particules différents types de forces, des forces de pression, des forces de viscosité. Alors, la puissance intérieure des forces de pression sera non nulle uniquement si le fluide est compressible, c'est-à-dire si les particules de fluide changent de volume, on le comprend intuitivement. Si elles changent de volume, alors la puissance des forces intérieures n'est pas nulle, et au contraire, donc ici, puisque le fluide est incompressible, cette puissance est nulle. Donc la puissance des forces intérieures qui va nous intéresser, puisque finalement le but du bilan c'est de la déterminer, c'est uniquement la puissance des forces intérieures de viscosité. Et donc on va l'avoir par soustraction des deux autres termes. Alors comme d'habitude, donc on va écrire ce qu'est l'énergie cinétique du système fermé dans le référentiel de la vague, toujours pour être en régime permanent à l'instant t, donc l'énergie cinétique du système ouvert sans étoile, plus l'énergie cinétique de la masse qui rentre. Et puis à l'instant t plus dt, on fait la même chose. Donc c'est EC de t plus dt plus 1/2 de dm v' au carré. Et comme d'habitude, donc quand on va calculer cette variation, ce taux d'accroissement, cette dérivée dans la soustraction par stationnarité, ces deux termes vont égaux. On ne connaît pas en détail l'état des particules, mais la puissance du bilan, c'est que ça se soustrait en régime permanent. Donc ça va être 1/2 de dm sur dt, v' carré moins v carré. Et le débit massique, on va l'exprimer dans le référentiel de la vague, donc 1/2 de mu HLV, v' carré moins v carré. Donc ça, c'est pour le membre de gauche. La dérivée particulière, comme on dit aussi parfois, parfois on note ça comme ça. Alors là, c'est le grand D qui remplace
on va dire l'étoile, c'est pour dire on suit un système fermé dans son mouvement, mais ça n'a rien à voir avec la dérivée particulière au sens de dérivée locale plus dérivée convective. Hein. Là, c'est pour toute l'énergie cinétique du système fermé. Alors, la puissance des forces extérieures. On va tenir compte des forces de pression. Donc, la puissance des forces de pression qui va être égale à F1 multiplié par V. Donc ici, c'est une puissance positive, une puissance motrice. En ce qui concerne P0 ici, là, le fluide ne bouge pas, donc il n'y a pas de contribution. Moins F2 fois V', puisque là, c'est une force résistante, ici sur cette section-là. Donc ça, c'est la puissance des forces de pression. Elles sont non conservatives. Donc dans la puissance des forces extérieures, on aura ça, mais on aura aussi la puissance du poids. Alors ça, c'est peut-être le point le plus délicat de ce bilan. Et c'est un petit peu pour ça que je le trouve aussi intéressant. Donc la puissance du poids, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle du système fermé, donc sur dt. Et le raisonnement qu'on a fait sur l'énergie cinétique, eh bien, on va le faire sur l'énergie potentielle de pesanteur. Alors c'est là que c'est un petit peu délicat parce que le centre de gravité de la petite masse, qui est à h sur 2 ici avant que la masse rentre dans le système, elle se retrouve maintenant à h' sur 2. Et donc, dans cette variation d'énergie potentielle EP de t plus dt, ça va se simplifier, il va rester uniquement la soustraction des énergies potentielles de ces deux petites masses, donc à la sortie moins l'entrée. Et tu sais que quand tu as un solide, enfin disons un système de points avec un barycentre, un centre de gravité, l'énergie potentielle c'est mgz, mais z c'est le z du centre de gravité. Donc ce terme-là, donc on va recopier, ça fait F1v moins F2v, donc moins, alors, donc on aura dm2 GH' sur 2, et c'est dm en fait, donc moins H sur 2, donc on soustrait l'énergie potentielle de cette petite masse ici à l'entrée, et là bien sûr on retrouve le débit massique dans le référentiel de la vague. Alors, bon, j'allais dire, ça y est, on a terminé en fait ce bilan, puisque il suffit maintenant de faire la soustraction de tous ces termes-là. P intérieur, c'est cette variation-là, moins, alors il suffit de recopier F1, F2, hein, de faire passer ça de l'autre côté du signe égal, et on aura, ah oui, alors là, il ne faut pas que j'oublie P1, hein, évidemment, plus P1. Donc, et on aura cette puissance des forces intérieures de viscosité. Et donc, je te passe maintenant le détail des petits calculs parce que ça ne présente plus aucun intérêt physique en soi. Donc, alors évidemment, on va trouver un résultat négatif parce que c'est une dissipation, cette puissance des forces intérieures. Alors, on pourrait voir ça avec un bilan, avec un premier principe, va venir augmenter l'énergie interne du fluide. Et donc, la puissance intérieure, voilà, c'est ce terme-là après soustraction et c'est quelque chose d'assez élevé, 222 kW. Voilà, donc je pense que cet exercice, il est vraiment très instructif pour plein de raisons. Bien fermer le système, surtout le choix du référentiel. On n'a pas le choix, il faut travailler dans le référentiel de la vague pour être en régime permanent. Ça me paraît être une idée que tu peux retenir dans d'autres exercices où parfois comme ça on a un obstacle en mouvement et il faut se placer dans le référentiel de l'obstacle. Ici, c'est le référentiel de la vague. On a réussi à calculer la vitesse de la vague par rapport au fleuve et donc la vitesse de la vague par rapport au sol, si on connaît la vitesse d'écoulement en amont du fleuve. Et puis ce théorème de l'énergie cinétique est d'utilisation assez délicate. Alors l'idée de séparer la puissance des forces intérieures en puissance des forces de pression et de viscosité et de bien regarder quand est-ce que c'est nul, pas nul. Donc quand le fluide est supposé parfait, à ce moment-là, cette puissance est nulle, mais là on voit justement que le fluide n'est pas parfait, la puissance n'est pas nulle, et le caractère incompressible qui est lié à la puissance des forces intérieures de pression, et puis la puissance des forces extérieures, donc l'utilisation de l'énergie potentielle de pesanteur. Hein, ça c'était peut-être aussi un point un petit peu délicat. Voilà.
De préférence, quand on a le choix, on préfère l'utilisation du premier principe dans les bilans d'énergie, mais là, on n'avait pas le choix parce que le premier principe fait intervenir uniquement les travaux des forces extérieures au système. Donc là, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres bilans à venir, des bilans d'énergie, de quantité de mouvement, de moments cinétiques. Donc on se donne rendez-vous très bientôt.